Bon, et puis par ailleurs, on attend un point de presse, on le disait. Là, je suis en train de surveiller mes écrans en même temps parce qu'on disait que c'était prévu pour 11 heures. Ah, il y a un visage qui vient d'apparaître, Alex, juste au moment où je vous en parle. Mais c'est pas le visage de Dr Boileau qui Oui. doit être là, qui doit être accompagné aussi avec d'autres experts, Mme Reynaud, entre autres. Est-ce qu'on a une idée du message aujourd'hui? Vous le disiez en introduction, deuxième conférence de presse du Dr Boileau cette semaine. Selon nos informations, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est de faire le point sur la situation épidémiologique dans les régions et dans la grande région métropolitaine, brosser un portrait de la situation de cette sixième vague au Québec. Mais on doit parler plus précisément du traitement antiviral Paxlovid. Parce que vous savez que depuis le 1er avril, les pharmaciens peuvent prescrire ce traitement. Le gouvernement compte beaucoup là-dessus pour pouvoir donner un coup de main au réseau de la santé. Dr Boileau commence son point de presse. On va l'écouter ensemble, si vous voulez bien. Merci, Alex. Au revoir. Alors voilà, place à Dr Boileau de la santé publique. À nouveau, une mise à jour de la situation de la COVID et pour informer des derniers développements de la pandémie sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, bien sûr, je remercie mes collègues, les Dr Marie-France Reynaud et Jean Lontin, pour m'accompagner aujourd'hui pour mieux répondre à vos questions. Je veux le répéter, même si le Québec a amorcé un retour à une vie plus normale ces dernières semaines, la situation, quant à elle, reste fragile. Il ne faut pas oublier que le virus est encore très présent, que la pandémie n'est pas terminée. On le voit, on connaît tous des gens qui ont récemment attrapé la COVID-19 et même certains l'ont réattrapé. Alors, on a à apprendre encore à vivre avec la présence du virus, bien sûr, mais plus encore à gérer les risques de manière responsable pour chacun d'entre nous, mais pour nous et pour les autres. Alors, d'abord, quelques mots sur la situation épidémiologique à l'échelle de la province. À ce sujet, on a consulté plusieurs équipes d'experts qui sont unanimes pour dire qu'à la lumière des plus récentes données, la tendance à la hausse du nombre d'hospitalisations pourrait se poursuivre encore vraisemblablement 2 semaines. On va espérer que ce soit moins, mais c'est la projection la plus juste. Les cas étaient déjà plus élevés dans certaines régions au cours des 2 dernières semaines, notamment à l'est du Québec. En l'occurrence, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, puis la Côte-Nord. Et le tout semble pour l'instant se stabiliser, mais les tendances sont encore incertaines. Quant au Bas-Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les tendances demeurent à la hausse. C'est la même chose aussi pour la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, et même en Mauricie, centre du Québec. Mais aujourd'hui, on constate encore que le Grand Montréal, surtout autour, l'Outaouais, l'Estrie, même si ces régions semblaient moins affectées il y a à peine 2 semaines, elles le sont maintenant beaucoup plus. Alors, avec plus que 1600 hospitalisations actives aujourd'hui dans l'ensemble du Québec et de nombreuses absences de travailleurs de la santé dans le réseau qui continuent à augmenter, on a vraiment à faire un effort de vigilance collective. Dans ce contexte, on invite encore toutes les personnes à se montrer d'une grande prudence, si ce n'est pas pour elles, au moins pour les autres. Et c'est tout particulièrement important pour la semaine à venir, en gardant en tête que la fin de semaine prochaine, il y a un long congé, celui de Pâques qui s'en vient. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de gestion de risque. Puis les risques actuellement sont du côté des personnes les plus vulnérables, et particulièrement les personnes âgées de plus de 70 ans. Il faut garder en tête que lorsqu'on nous sommes atteints par l'infection, on peut être contagieux pendant 10 jours. Il faut donc respecter les consignes pendant cette période de 10 jours pour éviter de transmettre le virus à d'autres personnes plus vulnérables, en particulier, bien sûr, les personnes plus âgées, mais aussi les personnes immunosupprimées. C'est une question de civisme, c'est une question de santé, puis pour certains, c'est une question de maladie grave. Si ce n'est pas déjà fait. Sinon, profitez de la 4e dose si vous êtes dans les groupes ciblés, surtout si votre vaccination date de plus de 5 mois. Pour les personnes qui, elles, ne sont pas vaccinées, portez une attention toute particulière, je me répète, là, pour les personnes non vaccinées, portez une attention particulière aux symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19. Si vous les avez, dès leur apparition, passez un test rapide. Même si celui-ci était négatif, là, allez passer un test PCR. Vous êtes admissible si vous faites partie des groupes cibles. Vous ne serez pas invité à retourner passer un test rapide. Les portes vous sont ouvertes. Dans le cas d'un test confirmé positif, rapide ou par PCR, appelez votre pharmacien qui pourra vous proposer un médicament qui va vous protéger, le Paxlovid, si vous répondez aux critères pour y avoir accès. C'est aussi simple que ça.
On a mis en place au Québec un système remarquablement rapide, rigoureux et efficace. Nous insistons, le Paxlovid est disponible et il est gratuit. Les pharmaciens sont en mesure de vous aider à bien l'utiliser, et ce pour toutes les personnes de plus de 60 ans non vaccinées ou les personnes de moins de 60 ans non vaccinées qui présentent quelques conditions. Comme le traitement doit être débuté dans les premiers jours, dans l'intérieur des 5 jours suivant l'apparition des symptômes de COVID, la rapidité, c'est vraiment un élément important pour vous éviter de développer une maladie grave, indépendamment que vos symptômes de départ soient accablants ou non. Alors, d'une manière ou d'autre, qu'on soit vacciné ou non, restons prudents. Si vous avez des symptômes, isolez-vous, testez-vous. Même si c'est négatif, restez isolé et refaites votre test pour toutes les personnes à l'intérieur des 48, 72 heures après, parce qu'au début, il peut être négatif. Mais si vous avez des symptômes, là, isolez-vous et évitez les situations qui favoriseraient une transmission du virus. On ne le répétera jamais assez, surtout vers les personnes les plus vulnérables. Je répète, je le sais, mais les personnes plus âgées et bien sûr les personnes immunosupprimées. Quant à la vaccination, notre collègue, M. Daniel Paré, nous informe que la prise de rendez-vous se fait rondement. Il y a eu beaucoup de rendez-vous pris dans les quelques dernières journées. Il y a encore beaucoup de places disponibles, donc n'hésitez pas. En terminant, on aimerait ça vous dire quelques mots sur les tests rapides, puisqu'il y a des données qui nous montrent qu'il y a de nouvelles façons de se les administrer qui seraient conseillées. En fait, on recommande bien sûr aux gens de passer un test rapide, mais idéalement, de passer l'écouvillon dans la bouche, entre la gencive et la joue, à droite, là, ensuite à gauche, entre à gauche ou à droite. Si on est capable d'aller aussi se mettre ça un petit peu en arrière de la langue et après ça, de le mettre dans les narines, puis on va avoir le test plus complet à ce moment-là. Alors, il a été démontré que cette méthode est plus efficace pour détecter le virus. Des informations pour procéder correctement à ce nouveau mode sont en préparation et vont être disponibles sous peu, là, probablement aujourd'hui sur québec.ca, et une vidéo au cours des quelques très prochaines journées. Alors voilà, on est prêt à répondre à toutes vos questions ce matin et merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Boileau. Donc, comme vous le constatez, Dr Reynaud et Dr Lontin se joignent à Dr Boileau pour répondre aux questions. Vous savez, cette période de questions elle est ouverte à tous les journalistes de tout type de médias confondus. Il y a beaucoup de monde sur la ligne, donc on demande aux personnes une seule question, quitte à faire un second tour au besoin. On commence évidemment par la période de questions en français. Première question. Alors, j'ai un journaliste de la presse canadienne ici qui pose la question. Je crois que c'est Pierre Saint-Arnaud. Merci. Allez-y, M. Saint-Arnaud. Oui, Dr. Boileau. Ma question, c'est, on est rendu à 1600 hospitalisations. Ça ne cesse d'augmenter. Est-ce que vous avez des projections? Quelles sont les dernières projections que vous avez d'une part et où situez-vous le point de rupture pour ramener de nouvelles mesures sanitaires au-delà du masque? Alors, le son n'était pas très bon, mais je pense avoir bien entendu. On n'a pas de projection qui nous amène à avoir des taux d'hospitalisation ou des nombres d'hospitalisation aussi élevés que ce qu'on a connu au mois de janvier. Toutefois, il n'y a rien qui est impossible, mais nos projections montrent plutôt que la vague va continuer encore globalement, là, pour l'ensemble du Québec, pendant probablement 2 semaines. Mais il est possible qu'elle commence à baisser dans certaines régions. On va espérer que ce soit le cas et qu'elle rebaisse aussi dans d'autres avant de rebaisser dans la grande région de Montréal. Mais il y a beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Chose certaine, c'est que nous ne prévoyons pas que ça va atteindre un taux très, très, très élevé comme ce que nous avons connu récemment, mais ça pourrait. Et d'une manière ou d'une autre, on n'a pas l'intention de remettre de l'avant des politiques publiques ou en tout cas des mesures, je vais les dire comme ça, comme vous le dites, des mesures sanitaires qui vont contraindre les gens. On a encouragé le port du masque longtemps. On continue le port du masque pendant le mois d'avril. Je pense que c'est pas une mauvaise chose à faire et plusieurs autres endroits souhaiteraient le faire, croyez-moi. Et plusieurs autres endroits vont peut-être le faire aussi. Mais au-delà de ça, on n'a pas d'intention autre que vraiment d'encourager les gens à avoir des comportements responsables. C'est ce qui va le plus aider.
Merci beaucoup. Prochaine question, Claudie Côté de TVA Nouvelles. Allez-y, Madame Côté, vous pouvez poser votre question. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. J'aurais une question concernant les tests rapides. C'est pas la première fois qu'on recommande des tests, de tester aussi la bouche et le nez. Il semblait y avoir des études qui disaient qu'il y avait plus de faux positifs dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est maintenant une recommandation ferme? Puis est-ce que c'est dû au nouveau variant qui attaque plus la gorge? Simplement expliquer là, pourquoi on en arrive avec cette décision-là. Très bien. Alors, je vais laisser le Dr Jean Lontin répondre à votre question. Merci. En fait, c'est un peu une combinaison de tous les éléments que vous avez soulevés. Oui, effectivement, Omicron est un virus qui affecte préférentiellement les voies respiratoires supérieures. Et on sait qu'en allant chercher un peu de salive, en faisant l'écouvillon au niveau de la bouche et ensuite au niveau du nez, ça augmente un peu la sensibilité du test. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme l'a expliqué le Dr Boileau, le site québec.ca va être mis à jour pour refléter la nouvelle manière de faire le test. Cette technique-là, en fait, on peut la faire si on est confortable. Si on n'est pas confortable de faire au niveau de la bouche, on peut encore faire la recommandation, qui est la recommandation Santé Canada, d'utiliser le nez seulement. Mais comme on sait qu'on est capable d'aller chercher un peu plus de sensibilité, donc un test qui va être positif un peu plus précocement en ajoutant la bouche, c'est la raison pour laquelle les recommandations vont être mises à jour sur le site Internet. Et simplement pour être clair, est-ce que ça veut dire qu'on... Oui, vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir le micro de Mme Côté. Elle veut une précision. Allez-y, Mme Côté, pour votre précision. Désolé. Ma précision, est-ce que ça veut dire que depuis les dernières semaines, il y a des gens qui ont testé négatif et qui étaient positifs, qu'on a sous-estimé peut-être le nombre de cas? Les recommandations demeurent quand même les mêmes, c'est-à-dire que quand on a un test négatif, on doit le répéter 24-36 heures plus tard. Et si on a des symptômes, en fait, on peut même le faire au jour 2 ou même au jour 3. Vous savez, la sensibilité du test, en fait, n'est pas due à la trousse elle-même, mais vraiment au comportement du virus dans nos voies respiratoires. Donc, le virus atteint son pic environ au jour 3, 4. Donc, plus on a beaucoup de virus dans notre salive ou dans nos sécrétions nasales, meilleure va être la performance du test. Donc, si les gens font uniquement un test ou le font trop précocement ou ne le répètent pas, évidemment, ça peut être une cause de faux négatif. Donc, c'est vraiment important. En fait, ça renforce le principe que tant qu'on a des symptômes, que le test soit négatif, on doit continuer à s'isoler parce que ça peut être la COVID, que le test prend du temps à se confirmer, ou ça peut être un autre virus parce que les autres virus continuent à circuler. Donc, dans tous les cas, l'important, c'est si on a des symptômes, on doit demeurer isolé. Merci beaucoup. Donc, on demande aux journalistes, évidemment, de se limiter à une seule question. Prochaine question, Louis Lacroix de Cogeco. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez envisagé ou si vous envisagez de reprendre le dépistage PCR à plus large échelle, parce que ce qu'on entend des spécialistes, c'est dire, ben là, c'est difficile d'avoir un portrait qui soit précis de la situation, étant donné qu'on n'a plus cet outil-là qui permettait quand même de savoir de façon plus précise combien de gens étaient atteints de la COVID. Est-ce que vous y songez? Est-ce que c'est possible de le refaire? Eh bien, je vais laisser Dr Marie-France Reynaud répondre à cette question. Oui, alors depuis qu'on a les tests rapides, là, on a vu une diminution de l'engouement pour les PCR, étant donné la commodité des tests. On a, au départ, on avait un problème important de surcharge de nos laboratoires, ce qui a amené qu'on a dû, comme dans d'autres provinces, prioriser certaines clientèles. On a réintroduit plus tard, en début février, les personnes de 70 ans et plus, et on constate qu'elles ne se sont pas présentées davantage, ayant accès aux tests rapides et probablement préférant là, cette forme de dépistage. Hier, on a eu plus que 20 000 tests de fait. La représentativité, maintenant, on suit depuis déjà là, quelques mois avec nos nouveaux critères, de sorte qu'on est très en mesure d'évaluer les tendances et on a un nombre suffisant de tests pour être capable d'évaluer ça dans chaque région du Québec.
Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Donc, prochaine question. Enbourse.com. Merci de nommer votre nom, s'il vous plaît. Je ne l'avais pas sur la liste. Bonjour, c'est Gabrielle Denoncourt d'Embauche.com, groupe Néomédia. On se rappelle que la région de Chaudière-Appalaches avait été durement touchée dans les premières vagues et particulièrement la Beauce. D'ailleurs, le ministre de la Santé était venu dire aux Beaucerons qu'ils avaient la tête dure. Il avait éclairé et ça a été une des régions où le confinement a duré le plus longtemps. Donc, selon vous, est-ce que dans cette 6e vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la santé publique jusqu'ailleurs? Tu m'as volé ma question, Steve. C'est pas moi qui viens de dire ça, là, je suis au cas. Donc, pour la Beauce, oui, ça reste un milieu qui est à risque. En fait, toutes les régions sont à risque actuellement parce que le virus se transmet très, très facilement. C'est certain que on ne veut pas cibler une région en particulier, mais on le voit là, ça augmente dans la région de la Beauce, la capitale nationale. On l'a mentionné tantôt, ça a augmenté en Estrie, ça augmente autour de Montréal. Donc, toutes les régions sont à risque. Il n'y a pas une région où on doit faire un ciblage particulier. Je pense que tout le monde est conscient que c'est un virus qui est une menace pour plusieurs et qu'il faut être très prudent, puis être prudent pour les autres. Puis la Beauce, ben, c'est un endroit où il fait bon vivre, il y a beaucoup de cabanes à sucre, il y a beaucoup d'activités, les gens se rencontrent, mais je pense qu'en adoptant des comportements comme il est proposé, responsables pour soi-même, mais pour les autres, et en particulier, là, si on commence à avoir des symptômes, de s'isoler, de garder en tête que c'est pas parce qu'on n'a plus de symptômes qu'on n'est plus contagieux. Donc, on peut être contagieux une bonne dizaine de journées. Donc, restez vigilants partout, en Beauce comme ailleurs. Mais il n'y a pas un point spécifique là, pour la Beauce dans les préoccupations du moment. C'est une préoccupation qui est vraiment nationale, mais il y a des régions ou des sous-régions qui augmentent plus, qui augmentent moins. Puis ça, ben, c'est normal aussi dans l'évolution de cette pandémie. Merci beaucoup. Prochaine question, Marc-André Gagnon, Journal de Québec. Bonjour, Dr. Boileau. Je comprends donc que la tendance est à la hausse, mais pas au point d'ajouter de nouvelles mesures. Donc, concernant le port du masque, la question d'être cohérent avec cette idée de gérer son risque, est-ce qu'il serait donc possible, peu ou pas du tout probable que le port du masque obligatoire dans les espaces publics soit prolongé au-delà donc du 1er mai? Écoutez, c'est vraiment pas l'intention. Actuellement, quand on regarde le profil évolutif de cette vague-ci, on a espoir qu'elle connaisse un tour à peu près dans une semaine ou deux, là, comme on le mentionnait. Peut-être plus 2 semaines qu'une semaine. Donc, on va s'approcher de la fin avril. On pourra réévaluer rendu là si on doit poursuivre ça encore quelques jours de plus. C'est pas l'intention actuellement. L'intention, c'est vraiment de revenir dans un contexte le plus normal possible, mais on ne décide pas de ça. C'est la contagion qui va décider de ça. Ce sont les mesures prises par tout le monde d'une façon responsable par tous les citoyens, puis aussi l'effet même du virus, parce qu'il a déjà contaminé beaucoup de monde au Québec, il continue à le faire. Alors, une fois qu'on a été infecté, la probabilité de se réinfecter tout de suite est faible. Avec le temps, ça augmente, là, vous l'avez souvent entendu, mais je pense qu'on va s'en aller vers quelque chose de plus raisonnable. Puis en plus, la météo pourrait aider aussi. Donc, on n'a pas l'intention de poursuivre ça au mois de mai. Mais restons vigilants, puis restons cohérents, comme vous le dites. S'il y a une menace qui se poursuit pour la santé des gens et la contamination, on verra à en parler au gouvernement. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres mesures, ni celle-ci, comme intention d'allonger. Merci beaucoup. Prochaine question, Patrick Bergeron, Radio-Canada, Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Boileau, vous m'entendez bien? M. Boileau, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Oui. Allez-y. Oui, parfait, désolé. Alors, M. Boileau, je voulais voir avec vous, on entend beaucoup parler de la hausse du nombre de cas, autant au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, sur la Côte-Nord. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu lors de la conférence de presse. À quoi on peut associer cette hausse du nombre de cas et aussi le nombre de cas d'hospitalisation? Parce qu'au Bas-Saint-Laurent, on se tenait autour de 40 cas environ au début de la semaine. On est rendu à 50 cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que, particulièrement dans l'Est du Québec, on se retrouve avec une hausse de cas aussi marquée?
En fait, c'est vraiment l'effet de ce virus-là qui est très contagieux et qui se répand vite à l'intérieur du Québec. En même temps, en toute probabilité, les gens de l'Est du Québec ont peut-être été moins exposés à l'Omicron, en fait, aux vagues précédentes et à l'Omicron. Ce qui fait en sorte que, en gros, il y a plus de gens qui, sur le plan immunitaire, là, sont naïfs, là, dans le sens que ils sont des bonnes proies pour ce virus-là. Et malgré le fait qu'on a vraiment insisté sur la vaccination, certains aussi restent non vaccinés, donc il y a plus de risques de ce côté-là. Mais c'est vraiment une question de l'immunité collective et aussi ce sont des régions avec lesquelles il y a un peu plus de personnes âgées au prorata par rapport à d'autres régions. Alors, on se retrouve avec un risque augmenté de diriger des gens vers des maladies plus graves et qui nécessitent des hospitalisations. Vous savez, ça fait son temps, ça fait sa vague. Donc, déjà, on mentionnait tantôt qu'il y avait une certaine stabilisation qu'on voyait autour de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord. Mais effectivement, vous le dites, le Bas-Saint-Laurent en particulier a continué à monter et vous donnez des chiffres qui corroborent ça. Donc, il n'y a pas autre chose qu'une question de comment l'immunité était déjà en place dans ces populations-là. Et c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant et respecter les règles qu'on propose. Ça va aider beaucoup à réduire cette vague. Merci. Prochaine question, Simon Bourassa, de Nouveau. Oui, bonjour. Avec les semaines qui passent, les jours qui passent, est-ce qu'on a davantage de données, là, on va dire, qualitatives sur le BA2, le variant, là, comment il se comporte, quelles sont les différences avec le premier le variant, la première version Omicron? Là, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce variant-là? Oui. Excusez-moi. Je vais laisser mon collègue, Dr. Jean Lontin, apporter des précisions sur cette question. Merci. En termes de comportement, pour l'instant, la grande différence qui est vraiment prouvée au niveau du BA2 par rapport à BA1 est sa plus grande contagiosité. Il est plus transmissible, on excrète peut-être même plus de virus, et ça fait qu'un virus qui est vraiment environ 30 à 40% plus contagieux que le BA1. Et c'est la raison pour laquelle, avec le BA2, il faut faire encore plus attention par rapport à la protection des personnes vulnérables, donc de ne pas être en contact avec quelqu'un quand on a des symptômes, surtout quand on est connu positif pour la COVID. C'est vraiment le gros de la différence pour l'instant. Au niveau des autres, évidemment, l'état des connaissances, pour l'instant, c'est suivi en temps réel. On comprend quand même que c'est un virus qui, le BA2, il y a 3 mois, était presque inexistant. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul pour dire s'il y a d'autres différences pour l'instant. Merci beaucoup. Prochaine question, Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Oui, bonjour. Ma question est pour le Dr Boileau. Selon les données du CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, il y aurait eu dans la dernière semaine entre 23 500 et 43 500 cas de COVID par jour au Québec. Est-ce que ça vous semble réaliste et est-ce que cette hausse, si elle se poursuit, peut entraîner, par exemple, du délestage dans les hôpitaux? Bon, la première des choses, c'est que nous sommes bien au fait des données de l'équipe Cyrano. Nous obtenons ça à chaque semaine et on suit ces données-là. Elles représentent toutefois, elles sont faites à partir d'une méthode de sondage qui n'est pas validée par des tests, qu'ils soient des tests rapides ou PCR. Par contre, ils vont chercher les questions fort bien et le signal qu'on reçoit, c'est un signal d'augmentation. Alors, on n'est pas capable, eux non plus, de confirmer que voici le nombre exact qu'il y a eu à chaque jour. Mais ce qui est important, c'est la tendance. Et la tendance, depuis quelques semaines, avec les données du groupe Cyrano, nous montre que ça augmente, d'une part. D'autre part, il faut savoir aussi que les gens peuvent être affectés par d'autres choses que la COVID actuellement. Donc, il y a d'autres maladies infectieuses qui peuvent être là, la grippe aussi. Alors, donc, c'est les signaux qui sont rapportés, ce sont des signaux de syndrome d'allure grippale plutôt que spécifiques à la COVID. Par contre, ils ont des questions, vous le savez, vous l'entendez, sur ceux qui se sont réellement testés. Donc, c'est une donnée qui est
qui nous montrent que ça augmente, que ça peut aller probablement à quelque chose comme un 30 ou 30 000 ou plus, comme vous dites, 40 000 cas par jour. C'est énorme, mais c'est ce qu'on voit et c'est ce que tout le monde voit. Il n'y a personne dans tout le Québec qui ne connaît pas des gens, et même soit lui-même ou très proche de lui ou d'elle, qui n'ont pas fait la COVID dans les derniers jours et s'ils ne l'ont pas fait avant. Donc, ce sont des données importantes. Quant à l'autre question que vous avez, monsieur, je m'excuse, je pense que je l'ai oublié. Monsieur Desrosiers de Radio-Canada. C'est-à-dire? Oui. Il y avait une autre question que vous avez demandé en même temps et je pense l'avoir... En fait, la question, c'était est-ce que si la hausse de cas se poursuit, de même que la hausse des hospitalisations, ça pourrait mener éventuellement à du délestage dans les hôpitaux? Bien sûr que si cette hausse continue et si cette hausse de cas, mais aussi la hausse de travailleurs de la santé qui sont absents à cause de la COVID, qu'ils acquièrent le plus souvent à l'intérieur de leur propre vie communautaire, là, à la maison ou avec des amis ou autres, si ce nombre de cas-là continue à augmenter, bien sûr, il y a un effet possible sur l'offre de services du système de santé et de services sociaux. Pas juste les hôpitaux, mais les autres services, là, ça peut commencer à être affecté. Donc, avoir du délestage aussi dans les hôpitaux. C'est pas le but. Tout le monde avait hâte et a repris des activités pour permettre de faire rouler tous les services requis dans les hôpitaux, mais il y a des zones de fragilité qui amènent effectivement pendant quelques périodes de temps du délestage. Ça, c'est possible, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant, tout le monde, pour aider notre système de santé à rester correctement debout pour le bénéfice de tout le monde. Puis pas juste les patients COVID, c'est pour le bénéfice de tout le monde qui ont besoin de ces services-là. Et vous connaissez toutes les autres maladies possibles. Alors, il faut vraiment faire un effort collectif. Merci beaucoup. Prochaine question. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Monsieur Boileau, j'aimerais ça que vous nous traciez un portrait le plus fidèle possible, le portrait vaccinal des gens qui meurent en ce moment, de la trentaine de décès par jour. Bon, alors, il y a effectivement des gens qui meurent à tous les jours, malheureusement. C'est toujours des tragédies. D'ailleurs, je suis assez sensible à ça. Vous l'avez peut-être remarqué cette semaine, là, les mots étaient peut-être inappropriés, mais je ne suis pas le seul de l'équipe. On est très sensible aux personnes les plus vulnérables pour lesquelles il faut vraiment porter une attention parce qu'elles sont à risque de développer une maladie grave ou malheureusement de décéder. Alors, les personnes qui décèdent sont pour la plupart des personnes âgées et elles sont pour un certain nombre, bien sûr, un nombre important d'entre elles vaccinées. Et c'est normal parce que le vaccin n'est pas efficace à 100%. La plupart des personnes âgées sont vaccinées. Elles sont bien vaccinées et même très bien vaccinées. Mais le virus, il fait son ravage et les vaccins ne peuvent pas garantir à 100% la protection contre la maladie grave ou les maladies graves, mais il le garantit pour plus que 90%. Donc, il y a un énorme avantage. Si nous n'avions pas les populations justement vaccinées comme ça, nous aurions des ravages énormes. Et personne ne souhaite ça. Alors, mais il y a bien sûr des cas, malheureusement, de personnes non vaccinées. Alors, les risques d'aller vers des complications, l'hospitalisation, les soins intensifs et malheureusement le décès pour les personnes qui sont non vaccinées, c'est souvent 10 à 15 fois plus. Donc, il faut rester vigilant. On en a malheureusement tous les jours. Et on a des fois des personnes même plus jeunes qui sont dans les soins intensifs qui requièrent des services complexes pour les maintenir en vie. Malheureusement, elles ne sont pas vaccinées. Donc, il faut être attentif à ça. D'où l'intention qu'on a eue depuis plusieurs semaines d'assurer que les personnes qui ont fait le choix de ne pas être vaccinées puissent bénéficier d'un antiviral. Si on le prend rapidement au début, on peut réduire non seulement les symptômes, là, c'est pas le but, mais réduire l'expression d'une maladie grave. Alors, donc, pour ces personnes qui ne sont pas vaccinées, lorsque les symptômes débutent,
faut parler au pharmacien, il faut aller se tester, mais parler au pharmacien qui va nous aider à faire une thérapie qui convient pour bon nombre d'entre eux, et en particulier les personnes qui ont plus de 60 ans, ou même si elles ont moins de 60 ans, mais avec des maladies connues, là, par exemple des maladies pulmonaires ou cardiaques. Le Paxlovid est disponible pour eux, il est gratuit, puis les pharmaciens vont se faire un plaisir d'aider toutes ces personnes. Merci beaucoup. Prochaine question, Suzanne Colpron de La Presse. Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui explique que moins d'hospitalisations qu'à la vague précédente, compte tenu du nombre très, très, très important de cas? Et, petite sous-question, si je peux me permettre, le vaccin qu'on recommande, la 3e ou même la 4e dose, a fait effet combien de temps? Oui. Alors, c'est une bonne question que vous posiez sur le vaccin parce que c'est la réponse. Mais je vais laisser mon collègue, Dr. Lontin, donner des précisions plus à fond. Alors, Dr. Lontin. Effectivement. Le facteur principal pour prévenir une complication de la COVID est la vaccination. La vaccination est excessivement efficace pour prévenir vraiment de se rendre à l'hôpital ou d'en décéder. Malheureusement, le vaccin, vous savez, n'est pas parfait pour prévenir l'infection, mais si on l'attrape, elle sera moins sévère. Donc, la vaccination est vraiment de loin le facteur protecteur principal. Le second point est aussi le virus lui-même. Vous le savez, en passant du virus Delta au virus Omicron, Omicron est moins sévère. Donc, pour la même infection, Omicron va causer moins de complications. En cause encore, en cause moins. Donc, il y a un facteur de ce côté-là. Le troisième élément aussi a été la démographie. La 5e vague a affecté beaucoup des personnes plus jeunes qui sont à la base moins à risque d'être hospitalisés ou d'avoir des complications. Et c'est probablement là où il risque d'avoir une différence avec la vague actuelle, où en proportion, des personnes plus âgées sont affectées par rapport à la 5e vague. Donc, c'est un peu l'ensemble des trois. Et comme l'a dit le Dr Boileau, l'ajout du Paxlovid depuis peu largement disponible au Québec peut aussi contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations. Merci beaucoup. Alors, prochaine question. Ah ben voilà, c'était le point de presse de Dr Luc Boileau qui était accompagné de 2 autres membres de son équipe, des conseillers de M. Boileau, qui ont fait le point sur la situation. Alors, ce qu'on voit, c'est que la tendance à la hausse de cette 6e vague, avec le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, la tendance à la hausse, elle n'est pas terminée. Et Dr Boileau dit que les prévisions laissent entendre que pour ce qui est des hospitalisations, cette hausse devrait se poursuivre pendant encore au moins 2 semaines. Il dit que la semaine prochaine, elle est cruciale parce que c'est la semaine juste avant le long congé de Pâques et les rassemblements qui vont avec. Donc, il enjoint vraiment les gens à la plus grande prudence. Et il rappelle aussi, malgré les directives de dire qu'on s'isole pendant 5 jours si on a la COVID, on est quand même contagieux pendant 10 jours. Alors, il dit, c'est une question de civisme, c'est une question de santé, c'est une question aussi qui peut être très grave pour les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des fragilités au niveau de la santé si on les contamine. Donc, essayez quand même de vous isoler et de rester loin des gens, loin des risques pendant les 10 jours où vous êtes contagieux. Il a fait le point aussi sur les régions. Vous savez, au départ, c'est vraiment la Gaspésie, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, les îles de la Madeleine qui ont été les premiers frappés par cette 6e vague. Là, la situation s'est stabilisée, mais il y a eu quand même beaucoup d'hospitalisations dans ces régions. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça descend. Alors, c'est le secteur de Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie, centre du Québec, là où les cas sont fortement en hausse. Ça vient de rattraper aussi la région de Montréal, où ça a commencé un petit peu plus tranquillement. Donc, finalement, c'est toute la province là, qui est touchée. Alors, message de prudence. Et vous avez entendu aussi ce qu'il a dit concernant les tests. Il enjoint maintenant les gens de passer les couvillons à l'intérieur de la bouche, près des gencives, dans le fond de la gorge, si c'est possible, et par la suite dans les narines, pour avoir un test là, qui révèle davantage le niveau de contagiosité. Si votre test est négatif, mais que vous avez des symptômes, repassez-le le jour 2, le jour 3, le jour 4, s'il le faut, parce que les symptômes peuvent être présents, montrer que vous avez la maladie. Votre test peut montrer que vous êtes négatif. Ça peut prendre quelques jours avec les tests rapides. Là, on sait qu'ils ne fonctionnent pas comme les tests PCR. Donc, ça peut prendre quelques jours avant que le test révèle effectivement que vous êtes positif. Mais tenez pour acquis que vous l'êtes sans doute et éloignez-vous, isolez-vous, restez à la maison à ce moment-là. D'ailleurs, on a le nouveau bilan des cas, mais aussi des hospitalisations pour la journée. On va vous les montrer à l'écran. Je pense qu'on peut montrer le tableau tout de suite. Est-ce que c'est possible?
Alors, on va le voir. Bon, je le vois très peu parce qu'il est vraiment très loin de mes yeux. Je vais aller chercher une autre source maintenant pour être capable de vous le livrer. Alors, c'est 30 décès supplémentaires. Quand même, c'est beaucoup là, pour les 24 dernières heures. Hospitalisation en hausse de 55. Le total, maintenant, c'est 1637 personnes qui sont hospitalisées. Et aux soins intensifs, il y a 62 personnes qui occupent une place. Et vous avez entendu Dr Boileau, avec ses acolytes, dire les gens qu'on retrouve aux soins intensifs, ce ne sont pas que des personnes très âgées. Il y a aussi des plus jeunes, mais des gens qui ne sont pas vaccinés, donc beaucoup plus fragiles devant la COVID. D'ailleurs, il en sera question